Ok, bienvenue à tous sur un nouvel épisode du podcast Running Knowledge, en compagnie aujourd'hui de mon poteau Ludovic Parra, un ami de longue date que je connais depuis très très longtemps. On s'était rencontrés au Brésil. Ça va Ludo? Et toi, ça va? Salut. La forme, tranquille. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas? C'est quoi ton taf? Où tu habites? Ce que tu fais? Ton association? Voilà. Wow. Moi, c'est Ludovic Parera, j'habite dans le sud, à Miramas, près de Marseille. Ça fait 11 ans que j'ai ouvert le club GP Sport à Miramas. On y représente le style Ribeiro Jiu-Jitsu Ice Mat de Laurence Cousin. Et j'ai créé il y a peu mon équipe de lutte à livre, Natural Lutte à livre. Ouais. Voilà, ça se passe bien. Attends, je voudrais dire que entre guillemets, c'est moi l'initiateur de la lutte à livre à Miramas, même s'il m'a renié et qu'il il a été se parrainer avec d'autres. C'est moi son vrai c'est moi son vrai mentor en lutte à livre. Je voulais le dire. Voilà. C'est tout. Vas-y, tu peux continuer. Ouais, voilà, on a quasiment 130 adhérents, je crois. On a une section enfant, une section féminine, et puis voilà, on fait MMA, jiu-jitsu brésilien, lutte à livre, no-gi, grappling. Et ça se passe plutôt bien, même si là, comme tout le monde, on est dans un break pour une durée un petit peu indéterminée. J'espère que ce sera pas trop long. D'accord, ok. Alors, plusieurs choses. Un point intéressant, ça fait un moment maintenant que tu es vegan. Et est-ce que tu peux nous parler d'abord ta transition, des bienfaits que ça t'a fait et aussi, maintenant on les connaît les bienfaits, mais est-ce qu'il y a des côtés négatifs, même s'il y a une grosse partie éthique, est-ce qu'il y a des côtés pas négatifs mais un petit peu moins bien ou les inconvénients, les à côté que ça t'apporte dans ta vie de tous les jours et dans ta pratique? Alors, ça va faire, je crois, si je dis pas de bêtises, 8 ou 9 ans que je suis tombé sur ce documentaire là de Paul McCartney que je connaissais, mais juste en tant que musicien et pas en tant qu'activiste, qui avait fait un reportage à l'époque si les abattoirs avaient des vitres. Et je me rappelle, je suis tombé sur ce documentaire là et en fait, il m'a complètement électrocuté. Ça a fait un séisme, mais en fait, ça n'a pas fait vraiment un séisme, comment dire, extérieur. Ça a juste réveillé quelque chose intérieur parce que j'étais endoctriné comme tout le monde, entre guillemets, ça va être péjoratif, mais j'ai toujours senti du dysfonctionnement, j'ai toujours senti qu'il y avait une couille dans le pâté et que j'aimais les animaux et ce qu'on faisait, c'était pas cohérent, c'était pas éthique surtout c'était pas éthique. Et instantanément, à l'issue de ce reportage, j'ai basculé et en une fraction de seconde, voilà, il n'y a pas eu de truc de ouais, progressivement, tout ça, ça a été net, net. C'est comme un éclair en fait, comme une hyper-lucidité, comme une révélation, comme un éveil. Voilà. Et puis, donc après, ce que je peux dire, c'est que la phase de transition, on va dire technico-pratique, c'est-à-dire remplacer des aliments, réapprendre à cuisiner, ça a été inévitablement un petit peu plus long qu'une seconde. Mais ça s'est fait sans accroc, en fait. Parce que la détermination qu'il y avait derrière, doublée d'une compréhension, j'insiste sur ce mot, elle m'a porté et j'ai senti vraiment que du plus. Alors oui, j'ai perdu du poids à cette époque. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, en fait, en même temps, j'ai arrêté la musculation. En même temps, j'ai arrêté de manger 3 frigos par jour. En même temps, j'ai arrêté de faire 40 siestes et d'être toujours endormi parce que je mangeais trop. J'étais en processus de digestion permanent. Quand on sait qu'en plus les protéines animales sont longues à digérer. Et du coup, même moi, je me suis mis à douter. Ouais, peut-être c'est parce que truc, machin, j'ai perdu de la masse. Mais concrètement, dans l'absolu, je m'en fous en fait parce que je suis juste revenu à mon poids de forme. Parce que pendant des années, j'étais un poids plus massif, plus fort, plus puissant, plus ci, plus là, mais surtout plus inflammé, plus fatigué, malgré que j'étais plus jeune. Et, euh, et je luttais en fait pour garder ces kilos supplémentaires, cette masse supplémentaire. Et en fait ça a juste fait que tout clarifier. Après, sans partir dans des sujets parallèles, mais qui peuvent partir trop loin pour certains, ça a même clarifié ma tête, en fait comme si de moins manger de souffrance ou de négatif, ça a même, ça a même fait quelque chose dans mon esprit. Bon, ça, c'est un autre sujet, on pourrait y revenir
peut-être une autre fois. Mais sinon, ouais, ça s'est fait tranquillement. J'ai acheté des livres, je me suis cultivé au lieu de dire ah comment on fait, ah, je sais pas faire, un truc machin et tout, je suis conditionné, je sais cuisiner que d'une manière. Bah, je suis allé à l'info, je suis allé chercher les infos, je me suis sorti le doigt du cul comme on dit chez nous. Et, euh, et aujourd'hui, ben, je vis aucune, mais alors aucune, comment dire, monotonie alimentaire. Moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir enlevé deux, trois aliments, la viande, le poisson et voilà et les produits laitiers. Et j'ai vraiment l'impression qu'il en reste des milliers et que les combinaisons de plats potentiels à faire, elles sont juste infinies. Donc concrètement, ça se passe super. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que ben, j'ai vraiment la sensation d'être en meilleure santé. Pendant ces dernières années, c'est là où j'ai fait mes meilleurs résultats sportifs, on va dire. Alors concours de circonstances, hasard, je ne sais pas. En fait, je m'en fous. Mais j'aime bien le souligner parce que c'est peut-être, ça peut être une, ça a peut-être un lien ou pas, je ne sais rien. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Euh, le côté éthique, il est surtout que j'ai l'impression que mon empreinte carbone, que, que ma participation au dysfonctionnement de la planète, en général, toute espèce confondue, nature confondue, elle est moindre. Et ce truc-là, c'est pour moi un immense bonus que je m'octroie, que je m'offre et que j'offre aux autres, aux vivants, tu vois. Voilà. Moi, mon avis là-dessus, c'est que j'ai étudié pas mal de trucs. Enfin, étudié, non. Étudier, on dit toujours étudier, mais c'est galvaudé le terme. En fait, on lit ou on écoute. Tu vois, étudier, ça veut dire aller chercher plein d'informations, tester, etc. Donc, j'ai pas étudié, j'ai écouté. Par contre, j'ai testé beaucoup sur moi différents trucs. Après, j'ai jamais été vegan longtemps ou quoi que ce soit, ou végétarien longtemps, jamais. Donc, je ne peux pas dire, je peux pas avoir d'avis. Maintenant, c'est vrai que j'ai le même avis que toi sur la souffrance animale. J'entends plusieurs échos, avis au niveau de l'impact aussi de si tout le monde mangerait, si tout le monde était vegan ou quoi. Et donc, ça, je sais pas, même si j'ai tendance à être d'accord avec toi, malgré tous les, euh, les avis que j'entends, que ça entraînerait aussi l'extinction de certaines espèces etc. Je ne sais pas. Maintenant, moi, la question que je poserais, mais je ne te demande pas d'y répondre, hein, c'est si on te prouvait que pour l'espèce animale, être vegan, c'était moins bien, est-ce que tu le fais, est-ce que tu resterais vegan? Mais je Moi, te demande pas je ne demande pas d'y répondre parce que ça paraît incongru comme question, tu non, non, mais de vois? toute façon, Mais avant ça, je voulais souligner le fait que moi, par nature, j'aime expérimenter, j'aime voilà. tester, j'aime explorer, j'aime apprendre. C'est ma nature. Et Mhm. si à l'issue de cette transformation éclair que j'ai vécue, j'aurais senti euh, plus de plus d'inconvénients que de bénéfices, je serais revenu à mon ancien régime, entre guillemets. Et Ouais, d'ailleurs, bien sûr. quand j'ai basculé, c'était avant la mode. La mode, c'est venu un petit peu plus tard. Moi, quand j'ai commencé ça, je crois que je connaissais quasiment deux, trois personnes maximum. Maintenant, j'en Mhm. connais des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines. Mhm. Mais j'ai et j'ai expérimenté assez longtemps, entre guillemets, pour m'apercevoir et faire un constat des faits qui est que je me sens mieux, je continue. Si ça aurait été l'inverse, je serais, enfin, je sais pas, j'aurais peut-être trouvé un juste milieu. Mais voilà, après, on peut me dire ce qu'on veut. Les camps de la mort qu'il y a aujourd'hui, Ouais. voilà, c'est tellement pas éthique que j'en ai rien à foutre de oui, mais le truc par le machin animal, si on était tous végans, je m'en fous. Je m'en fous. Si on était dans un truc où le respect du vivant, il était plus proche de ce qui se faisait, on va dire, avant la guerre, soit. Comme moi d'ailleurs, je respecte les gens qui butent leurs animaux pour les manger. Moi, j'ai pas le courage de buter un animal. J'ai pas envie que quelqu'un fasse le sale boulot à ma place. Entre guillemets, c'est un peu C'est aussi très ma bien. philosophie. Moi, je pense que pour moi, ça, c'est l'explication la plus, Voilà. c'est la raison la plus Demain, proche. c'est Walking Dead dehors. Les magasins, ils sont vides et tout ça. C'est la merde. Ben, peut-être que je vais devoir bouffer mes chats, quoi. Ben, par instinct de survie. Non, mais par instinct de survie, je vais peut-être buter mes chats, bouffer mes chats. Mais on n'en est pas là. Là, on est quand même aujourd'hui, on est encore dans une
dans une civilisation de luxe alimentaire. J'aime insister sur ce mot parce que quand je vais au magasin, j'ai l'impression que je ne sais pas quoi acheter tellement il y a de trucs. Donc concrètement, quand j'enlève 2 ou 3 aliments, la viande et le poisson, il en reste encore des milliers pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. C'est du luxe alimentaire. Et quand on parle, oui, mais à l'époque, et machin, ils ont toujours fait comme ça, mais ferme ta gueule. À l'époque, il n'y avait pas de choix. À l'époque, il n'y avait pas de choix. Les gens qui habitaient à côté de la mer, ils mangeaient peut-être des poireaux, des pommes et des poissons. Ils ne vont pas enlever un aliment. Sur 3, il en restait 2. Tout ça, c'était avant les échanges commerciaux de grande échelle. Tout ça, c'était avant le luxe alimentaire. Tout ça, c'était avant l'économico-agroalimentaire interplanétaire. Donc, on parle de 2 trucs différents. Moi, j'aime bien dire qu'il faut recontextualiser les choses. Voilà. Là, je me permets de faire ça parce que je peux. Dans le futur, on ne sait pas. Dans le passé, c'était différent, c'est sûr. Je pense que c'est une bonne explication. Après, il y a tout l'historique personnel, les goûts, les choix, l'expérience et tout ça. Mais il ne faut surtout pas tomber dans l'émotion et dans. Tu sais, souvent, je parle de ça avec des gens qui sont carnivores ou qui mangent de tout, quoi, tu vois, omnivores ou alors qui sont. Je pense que par nature, on est omnivore. Tu vois. Ouais. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais en tout cas, je pense que c'est par choix. Mais en tout cas, tes explications, limiter la souffrance animale d'une manière ou d'une autre, ça déjà, ça doit être un objectif. Voilà, limiter la souffrance animale. C'est-à-dire que si tu me dis, quand quelqu'un me dit, OK, je veux manger de la viande, mais je m'en bats les couilles de la souffrance des animaux, là, je trouve qu'il y a un problème. Par contre, si tu me dis, si quelqu'un me dit, oui, je mange de la viande, mais je mange pas de viande parce que, pas forcément parce que c'est mieux pour le corps ou c'est mieux pour la société ou quoi, mais peut-être parce que je ne veux pas participer à la souffrance de l'animal qui s'est fait tuer, tu vois. Regarde, Voilà. Ça, c'est autre chose. Marcel Moss, que je ne connaissais pas spécialement, il parle d'un truc que je trouve génial et qui est aussi bien expliqué dans le bouddhisme, mais lui, il n'était pas bouddhiste, que je sache. Il parle de la triple obligation de donner, de recevoir et de rendre. Concrètement, si tu fais une introspection, si tu explores, si tu regardes au-delà de ta matrice, tu t'aperçois qu'en fait, c'est les règles de l'univers. Si tu casses cette boucle et qu'après, les choses ne fonctionnent pas, il ne faut pas s'étonner. Tu ne peux pas que prendre. Et concrètement, l'humain moderne, hein, d'après-guerre, il ne fait que prendre. Il ne fait que prendre. Et du coup, il casse cette chaîne. Et du coup, il se passe des trucs comme aujourd'hui. Il se passe des trucs comme aujourd'hui et il se passe des trucs comme il risque de se passer demain, en espérant que je me trompe. Voilà. Mais si tu casses un principe immuable de l'univers, parce que tu te prends à jouer à Dieu par conditionnement, enfin, peu importe la raison, par ignorance, derrière, il y a un prix à payer. Si c'est pas toi, ça sera tes enfants, peu importe. Mais moi, ce qui me gêne dans les différents types d'argumentation, tu sais, c'est quoi? C'est ce que tu dis. C'est quand les gens viennent critiquer, mais quel que soit leur avis, hein, ils critiquent soit le fait d'être vegan, soit le fait d'être omnivore et tout ça. C'est qu'ils décontextualisent. C'est-à-dire, la personne, elle a tout. Elle a sa maison, elle a tout. Et là, elle vient critiquer le truc. Fait ouais, non, moi, je choisis par exemple de ne pas manger de la viande parce que c'est pas mal pour la. Non, il faut dire dans mon contexte, dans ma situation, dans ma vie, là, dans un moment, c'est comme ça. Tu sais, il faut être capable de reconnaître j'ai le choix de faire ça, donc je le fais pas comme toi tu le dis, comme toi tu le fais. Mais tu as l'inverse aussi. Tu as des gens qui vont te dire ouais, mais pour être moi, je comprends pas les véganes et tout ça. T'as vu, il faut manger de la viande pour être un homme, ça donne la force. Moi, je me sens bien et tout ça. Mais en même temps, cette personne, elle n'a jamais connu de difficulté. Tu vois ce que je veux dire? Mais surtout, est-ce qu'elle a testé pour explorer? Enfin, moi, je veux dire, moi, c'est rare que tu vas me prendre en flag en train de la ramener sur un truc que je ne suis pas allé et revenu, tu vois, comme I am. Tu vas faire ton expérience et ensuite tu reviens avec ta critique personnelle que tu peux argumenter à la mesure de ce que tu as exploré. Ouais, mais encore une fois, il faut. Sinon, on parle de quoi? Sinon, on parle de quoi? Mais encore une fois, c'est difficile d'avoir un avis sur. Même si on peut émettre une idée, mais c'est difficile si on n'a pas expérimenté et surtout si on ne s'est pas mis à la place
de la personne. Tu sais, on essaie de comprendre. J'essaie de comprendre ce que tu dis, ce que tu veux dire, ce qui t'en est amené à là, et voilà. Maintenant, moi, la question que je voulais te poser, c'est déjà comment ton entraînement il se passe concrètement là dans la vie de tous les jours. Comment tu t'entraînes? Tu t'entraînes une fois, voire 2 fois par jour, je sais. Et comment ça s'entraîne? Comment ça se passe? Parce que sur un athlète il y a plein de personnes qui nous écoutent et qui me posent la question comment je fais pour rester compétitif, avoir un bon niveau et m'amuser avec avec les exigences de la vie de tous les jours, hein, et tout ça. Mais comment tu organises ton entraînement avec l'évolution, l'âge, etc. Avec l'évolution de l'âge, inévitablement, je crois qu'on y est tous amenés, d'une manière ou d'une autre, à écouter un peu plus son corps, à aller un petit peu plus vers tout un tas de méthodes qui peuvent s'assimiler à de la récupération, de la régénération, de la guérison, de l'entretien, de la maintenance. Moi, je m'entraîne une fois ou deux par jour, maximum. Maintenant, je ne m'entraîne plus 6 ou 7 jours par semaine. Je m'entraîne à peu près 5 jours. Je trouve que c'est pas mal, tout simplement parce qu'à côté, je fais beaucoup plus de trucs qu'avant. Du coup, on arrive inévitablement à l'équation de quel temps il reste pour me reposer. Et je suis obligé de faire des choix. Bien entendu, quand j'ai une compétition qui arrive, j'essaie de m'entraîner un peu plus, ou un peu mieux, ou un peu plus précisément. Mais en règle générale, je m'entraîne avec mes élèves sur mon temps de cours. Alors, jamais au détriment des élèves. Je fais en fonction de qui il y a, quand, comment, euh, dans quel moment par rapport à la compétition qui va arriver. Après, je bouge quand même aussi pas mal au temps. Je vais à Paris, je m'entraîne avec vous, je m'entraîne avec Brian. Je vais dans d'autres pays aussi parce que c'est important pour moi de rester à la pointe, que je continue de performer ou pas. Je veux que ma connaissance elle reste à la pointe. C'est important pour moi parce que c'est ma passion et ma passion, je veux pas qu'elle soit arriérée. Euh, Maintenant, s'entraîner. Quand je m'entraîne 2 fois par jour, je vais pas mentir, je m'entraîne une fois fort et une fois moins fort. Voilà, tout simplement. Après, le yoga, les étirements, les douches froides, toutes ces choses-là m'aident beaucoup. Et le jeûne intermittent aussi, le fait de m'entraîner tous les matins, enfin tous les matins où je m'entraîne, c'est-à-dire 3 matins, je m'entraîne à jeun, j'ai des sensations qui sont exceptionnelles, alors que quand ma croyance était que le petit déjeuner, c'était le repas le plus important de la journée parce qu'on me l'avait mis dans la tête et que je le croyais tellement fort que quand j'allais m'entraîner à jeun, j'allais faire je sais pas quoi là, j'allais m'évanouir ou j'allais avoir un truc. Mais c'est des conneries. C'est des conneries. Dans ma tête, quand j'ai fait sauter le verrou, encore une fois, j'ai expérimenté, j'ai fait sauter le verrou, j'ai dit quoi? J'ai dit parce que j'ai pas mangé depuis hier soir, je vais pas supporter un entraînement le lendemain matin. Mais c'est quoi? Alors toute mon énergie, elle est partie pendant la nuit. Et du coup, j'ai des sensations de disponibilité, de légèreté et de Et tu sais, clarté dans mon esprit qui sont hallucinantes. pour illustrer ça, en tout cas pour le jeûne intermittent, ou plutôt je vais pas dire la chrononutrition, mais presque. Là maintenant, c'est fortement, puissamment documenté que manger sur une fenêtre restreinte, donc sur 8 heures, tu vois, répartir ses repas sur 8 heures, que tu manges à partir du matin, par exemple, si tu commences à manger à Oui, 8 heures, peu importe. Après, tu ça c'est finis à 16 heures, voilà. à ton Mais manger lifestyle. sur 8 heures, c'était la fenêtre de consommation, tu sais, la plus idéale pour, l'autophagie, c'est-à-dire laisser à ton corps le temps de nettoyer les cellules et de Généré. se débarrasser des cellules, voilà, mais aussi hormonalement, etc. Donc, c'est très, très bien pour. Donc, ça, sur toutes les formes d'alimentation, que ce soit le véganisme, la diète carnivore, le keto ou tous ces trucs-là, il y a tout et son contraire. Et Il y a surtout. encore une fois, Joe, si ça n'aurait pas été bénéfique pour moi, je serais revenu à petit-déj, midi, Ouais. soir, goûter, tout ça. Mais je reste à ça parce que ça fait bientôt 2 ans que je le fais et que ça me réussit. Alors, est-ce que ça réussit à tout le monde? J'en sais rien, mais expérimente et après, tu fais ton deal. Ouais. Mais pour ceux qui s'intéressent sur tout ce qui est diète et qui veulent avoir des bêta-analyses, c'est-à-dire des études qui sont analysées
par d'autres personnes, par d'autres études pour voir s'il n'y a pas de facteur X ou alors des erreurs et pour valider. C'est des études très, très poussées, en fait, des d'études. Vous regardez le site de Rhonda Patrick, du docteur Rhonda Patrick, c'est pour moi une des sommités de la nutrition et des études qui vont sortir dans 3-4 ans. Et elle est financée par les internautes, donc par aucun groupe. Donc c'est vraiment intéressant. Et elle parle de 2 points importants. Donc elle appelle ça la lune de miel, the honeymoon. À chaque fois que vous changez de méthode d'alimentation, et ben votre corps, comme il va devoir s'adapter, son niveau d'inflammation diminue et le fonctionnement de votre corps va s'améliorer. Mais que pendant une période, pendant genre 3-4 mois. Et ensuite, vous allez plus avoir trop de bénéfices. Par contre, ça fait avec tous les types de diètes. De toute façon, par exemple, tu commences à manger que du carnivore, eh ben, tu vas avoir ce truc-là. Mais après, ça va stagner. Et après, il peut y avoir même des conséquences négatives. Et pareil pour toutes les diètes. Par contre, on n'a pas observé ça avec le jeûne intermittent sur 8 heures. Voilà. J'ai plus cette sensation d'être endormi à la fin d'un repas. En fait, c'était ça aussi qui me pourrissait la vie, quoi. Ouais. Tu vois, et ce truc-là, ça y est plus. Ça y est plus parce qu'en fait, je dois plus surcharger la mécanique de mon système digestif qui travaillait trop, entre guillemets, et du coup, elle demandait de l'énergie, et du coup, j'étais endormi, je piquais du nez comme ça. Et là, comme cette fenêtre, en fait, c'est celle qui lui permet de travailler juste ce qu'il faut, mais pas trop. Et du coup, en échange, j'ai cette disponibilité énergétique que je n'avais pas avant, et sans ce besoin-là de dormir, de faire des siestes après les repas, qui était juste incompatible avec la vie, la vie active. Après, encore une fois, ça dépend de chaque personne. C'est pour ça, comme tu dis, il faut tester, etc. Moi, je pense que pour finir sur la nutrition, je pense qu'on doit arriver à des analyses génétiques. Je sais que ça peut être fou, mais faire des analyses génétiques et avoir une alimentation en fonction de ces marqueurs génétiques. Je pense que ça serait le top parce que là, et en plus, on évolue. Et donc, ça nous dirait vraiment ce qui est une alimentation optimale pour toi ou pas, enfin pour une personne ou pas. Enfin, tu es très engagé au niveau du travail avec les animaux. Donc maintenant, tu travailles à la SPA, tu as un poste important dans une des SPA. Comment c'est venu? Et c'est venu au même moment que la cause végane ou déjà avant? Et maintenant, tu as un chien loup, Néo, qui est vraiment impressionnant comme chien et tu apprends beaucoup de choses dessus. C'est un vrai parcours initiatique, ce chemin que tu fais avec cet animal, avec ce chien. Et tu as toute une idée, une idéologie, enfin pas une idéologie, mais un mode de fonctionnement qui est vachement intéressant. Je dirais même c'est une passion ou un mode de vie. Tu peux nous en parler de ton rôle à la SPA à l'issue de mon changement alimentaire, après, j'ai la sensation que tout s'est emboîté assez logiquement, avec évidence et naturellement. En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai pas réfléchi. C'est aussi mon système. Je fonctionne de cette façon. Des fois, je fais des trucs. Et c'est que longtemps après que j'y reviens, je dis putain, en fait, j'ai même pas gambergé, j'ai même pas organisé ça. Ça s'est fait quasiment en automatique. Et peut-être parce que je fais confiance à la vie. Ou que je m'écoute sans même me rendre compte des fois que je m'écoute. Et donc pour en revenir à ça, quand j'ai eu ce changement alimentaire, j'ai pas cessé de lire, de me cultiver, d'aller à l'information. Et il y a plein de choses qui me sont apparues, comme j'adore les animaux. Ah ben super, je vais aller au zoo. Je vais aller voir des animaux en zonzon. Et je les aime et je vais m'émerveiller de ça. En fait, je vais voir je vais voir qu'est-ce qui est apparent. Ah, ils sont beaux, machin et tout ça. Mais en fait, après, tu vois qu'ils sont pas que beaux. En fait, tu vois qu'ils sont derrière des barreaux. Derrière des barreaux, pourquoi? Pour notre kiff à nous, pour nous égayer à nous. Mais on est qui, nous, pour faire ça? Voilà, enfin, tous ces trucs, et le cirque et compagnie, les corridas, oui, mais c'est culturel et tout. Non, mais j'en ai rien à foutre, c'est culturel. Pour moi, c'est de la merde. Culturel, ça veut dire botter le cul des autres. C'est ça, être culturel. Moi, je pense qu'il y a plein de trucs qui sont valables à un moment du temps et de l'histoire. Et au bout d'un moment, quand les choses changent, il faut les reconsidérer. Et est-ce qu'on garde ou on ne garde pas? Voilà. C'est pareil pour les trucs des régimes. Bref, un jour, avec ma copine, elle me mène à la SPA, je ne sais plus trop pour quelle raison.
Et moi, j'avais une idée très arrêtée sur ça. En fait, je pensais que la SPA, c'était la fourrière qui passait, qui ramassait ton animal et il euthanasiait et c'était fini et il se faisait de l'oseille. Enfin bref, j'étais vraiment très ignorant sur ça. Et on arrive là-bas et je constate un nombre incalculable de chats et de chiens, pour la plupart abandonnés. Et quand j'ai vu ce concentré de souffrance, d'innocents en prison pour une durée indéterminée, je me suis pris mon deuxième électrochoc. Et je me suis dit, ah ok, alors maintenant quand je sors de là, déjà j'ai dit, tu peux conduire à ma place, s'il te plaît, moi je vais m'asseoir au siège passager là, parce qu'il faut que je digère ça, et en plus je suis en train de chialer là, je peux pas conduire. Et pendant la nuit, il s'est passé quelque chose. Le lendemain matin, quand je me suis levé, je me suis dit, voilà, j'ai le choix. Ou j'ai vu ça et ça m'a électrocuté, je pleure et je dis que c'est injuste et je continue ma vie comme si de rien n'était en criant que c'est injuste. Ou sinon, j'agis pour qu'il y ait moins de ça. Il y ait moins de ce que j'ai vu, ça s'amoindrisse. Ce que j'ai vu, que j'apporte ma pierre pour qu'il y ait moins de ça. Et dans la foulée, je suis allé et je suis devenu bénévole. Et ça a pris une part dans ma vie toujours grandissante parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça devenait un combat d'une vie. Et d'ailleurs, j'ai décidé il y a quelque temps de concrètement, consciemment, volontairement, intégralement donner ma vie aux animaux. Alors pourquoi? Je la donne aussi aux humains, je la donne aussi aux enfants malades à la Timone avec l'association Graines de Tournesol à laquelle je participe et que je salue, je suis partenaire. Donc en fait, j'exclus pas, comme dit Mathieu Ricard, c'est pas parce que tu t'occupes des animaux que tu exclus l'humain. En fait, les gens qui disent ça, c'est des gens qui font rien, ni pour les animaux, ni pour les humains. Bref, passons, notre sujet, on y reviendra. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à m'occuper des chats, j'ai commencé à m'occuper après des chiens, j'ai commencé à m'occuper des enquêtes. Et puis je me suis rapproché du bureau, du comité d'administration pour essayer d'apporter ma pierre parce que j'ai décidé d'y allouer du temps parce que je me suis dit, moi, voilà, je suis venu sur Terre, en fait, pour faire plein de trucs et aussi pour aider le vivant. Voilà. Et en l'occurrence, les animaux. Mon choix, il s'est porté essentiellement sur les animaux. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement moins de monde qui s'occupe des animaux que des humains. Donc, est-ce que j'enlève quelque chose aux humains en faisant ça? Non, je ne crois pas. Avant ça, j'étais pompier. Là, je suis encore coach sportif. Je vais encore à la Timone à faire des animations pour les enfants. Donc, je m'occupe encore des humains. J'ai rien enlevé aux humains. Et je fais aussi pour les animaux. Et aujourd'hui, je suis vice-président de la SPA. Alors, pourquoi je me suis fait chier avec cette casquette pleine de responsabilités et de contraintes? Parce que je voulais aussi avoir un pouvoir d'en haut sur le bas, mais je continue de rester en bas. C'est-à-dire que j'aime montrer aussi l'exemple. J'ai regardé les gars, je suis vice-président, mais regardez, je suis en train de ramasser de la merde dans les box. Parce que je ne veux pas perdre la vision d'en bas quand tu es en haut. Et la vision d'en haut, en fait, tu l'as pas, celle d'en bas. Bref, tout ça pour dire que pour garder une vision claire et objective, je suis au premier niveau et je suis en haut. Comme ça, de là, je vois ici et d'ici, je vois là. Voilà. Et j'aime cette façon de voir qui me donne la sensation que j'ai une vision plus claire, plus objective, plus globale, plus réelle de la sensation. Comme les politiques, nous, ils pichent pas quand ils disent ouais, mais vous n'êtes jamais descendu dans la rue, les gars. Vous parlez de quoi? Et nous, on dit ouais, mais les politiques, si et tout. Mais on n'a jamais su ce que c'était de piloter un navire. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, quand je vais dans un club, je suis tout de suite élève. Quand je suis dans mon club, je dirige le club. À la SPA, quand je suis sur le terrain, je suis un bénévole parmi tant d'autres. Quand je suis dans le bureau, je dois diriger ces bénévoles. Et j'aime bien, en fait, ces doubles casquettes qui sont essentiellement de la contrainte, mais du piment de vie, de l'intérêt de vie, du chemin, du parcours de vie, ce que j'appellerais de la vie riche. Voilà, alors tout est relatif, mais voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est aussi ce que moi je vis, quoi. Donc, et puis j'aime le justifier. Donc voilà, et puis du coup, j'y vais, je donne beaucoup de temps, je donne beaucoup de temps à ça, je donne beaucoup de temps à mon club, j'en donne aussi forcément à mon travail à la SNCF. Et puis je donne beaucoup de temps à mes animaux, notamment à mon chien, Néo, un lit tchèque que j'ai adopté là-bas, d'ailleurs, il y a bientôt 1 an et demi, avec qui je partage des moments qui sont indescriptibles et fascinants. Encore une fois, traduire ça avec des adjectifs, c'est très difficile, malgré tous les livres que j'ai lus sur ces chiens et sur les loups.
Tu peux que le vivre et le ressentir et un petit peu l'argumenter. Mais un truc qui est sûr, c'est que ça t'apprend la patience. Un truc qui est sûr, c'est que ça t'apprend sur toi-même. Alors comment, pourquoi, je serais peut-être pas capable de le dire, mais un truc qui est sûr, c'est que ça se vit, ça se ressent, et c'est juste incroyable. C'est vraiment inspirant ce que tu dis. Et, ça me fait penser, tu sais, souvent on se donne des routines matinales, des trucs à faire dans la journée pour s'améliorer personnellement, faire du développement personnel, se donner une discipline. Mais en fait, tout ça, c'est dans une zone de confort interne, tu sais, dans Ouais, notre petit foyer. En fait, on est dans notre nid douillet et puis on est en train de faire nos petits trucs à nous. Et puis même, des fois, on n'arrive même pas à les faire. Alors que toi, tu vas vraiment, c'est vachement inspirant ce que tu dis. Parce que tu vas vraiment, non seulement tu fais tes trucs à toi, tes obligations à toi, mais en plus tu vas aider les autres et les animaux et tout. C'est vraiment bien. d'autant Ça que m'a fait tout le temps dans réfléchir à la ce que tu as dit. SPA, tout le temps la SPA, ça me coûte, pour être quand même honnête, ça me coûte que du temps, de l'énergie et de l'argent. Et Mm. pendant que je fais ça, ben, entre guillemets, je m'occupe pas de moi, même si d'une certaine façon je m'occupe de moi, mais je m'occupe pas de gagner de l'argent pendant que d'autres en gagnent. Mm. Ou, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas grave en fait, parce que la vie, c'est peut-être pas que évoluer socialement, professionnellement et gagner de l'argent. C'est peut-être pas que ça. D'ailleurs, chacun en fait dans son chemin de vie doit trouver ce qui le nourrit et trouver les combats qu'il a à mener et ses objectifs de vie, vers quoi il va et vers quoi il. Mm. Je Mm. pense d'avoir des objectifs multiples, c'est intéressant aussi. Mais ça convient peut-être pas à chacun. Voilà, le principal, c'est de te sonder et de savoir ce qui semble être bon pour toi. Très bien. Bah, merci Ludo. Franchement, on va refaire d'autres podcasts sur d'autres sujets. Vous avez vu, bah, déjà, vous voyez pourquoi c'est la MIF, c'est mon frérot. Déjà, vous voyez, on comprend un peu le personnage. Et puis, on va refaire plusieurs sujets parce qu'on a abordé plein de trucs. On aurait pu développer et partir dans La, plein de la prochaine fois, multivers. la prochaine fois, on parlera de ce cadre-là, on parlera de celui-là, et je donnerai des conseils lecture aussi. J'avais prévu plein de trucs, Ah, plein de bouquins, mais vas-y, on alors, y voilà, reviendra. vas-y. Alors, ah oui, non, non, j'ai une question. En 2 minutes, j'ai deux questions. Je veux. Euh, Quelqu'un qui veut commencer à être vegan, qu'est-ce qu'un repas type? Voilà, une journée type. Le gars, il s'entraîne le matin. Regarde, on dit qu'il s'entraîne 2 fois dans la journée. Il s'entraîne le matin avant de partir au taf. Il va au taf. Et le soir, il s'entraîne, il rentre à la maison. Comment il doit en manger? Waouh. Ben moi, je pense que Bien déjà, sûr, tu n'es pas nutritionniste ni médecin, mais voilà, quels sont tes conseils de terrain? non. Bah, j'ai fait des études quand même, hein. Je suis allé au CREPS, j'ai passé un ACUMES, donc j'ai quand même quelques notions de nutrition. Mais bon, euh, je pense que c'est intéressant d'avoir un extracteur et du coup, de par ce fait aussi de pouvoir consommer beaucoup de fruits et légumes que tu n'as pas besoin de manger, d'ingérer sous leur forme Mais solide. concrètement, ça serait quoi? Le matin, tu manges pas, tu vas à l'entraînement. Tu prends quoi Ouais. le matin? Premier truc que tu fais? Le matin, un verre d'eau avec de la spiruline. La spiruline, je pense vraiment que c'est un élément super important sur lequel on pourra revenir plus tard. Et quelle Euh, source? Le laboratoire le mieux? Parce que toi, et je moi, crois que tu Moi, connais un bien. je représente la marque algavita.fr. Le code promo, c'est Ludo10. Pourquoi je travaille avec eux? Ben, tout simplement parce que c'est ceux qui correspondent le mieux et le plus à ce que je pense être bon, juste et équilibré. Voilà, j'ai eu plein de propositions, forcément, parce qu'il y a pas mal de gens et de sociétés qui savent qui je suis et comment je fonctionne. Et j'en ai plusieurs qui m'ont approché et j'ai décidé de travailler avec eux. Donc, et je suis très content de leurs produits. Donc, la spiruline, ouais, ben, je pense que c'est essentiel, hein, encore plus pour quelqu'un qui est très actif et qui fait beaucoup de sport, etc., etc. Mais sinon, ouais, voilà, l'extracteur, jus de fruits et légumes à gogo. Après, moi, j'ai une alimentation qui est beaucoup portée sur les légumineuses. Je mange énormément de lentilles, de pois chiches, tout ça, d'avoine, de quinoa. Je mange très peu de pâtes. Je mange très très peu de pain. Voilà, mais en fait, je suis vraiment dans quelque chose d'holistique. Je ne sais pas exactement ce que je vais manger chaque jour, chaque semaine. Je fais des courses assez généralistes et j'ouvre mon frigo, mon placard et freestyle, quoi. Et il y a des jours où j'ai plus faim que d'autres, mais ça dépend aussi comment j'ai dormi et si je me suis beaucoup entraîné, etc.
Donc voilà, non, je pourrais juste dire fruits, légumes à gogo et légumineuses. Est-ce qu'on parle, attends, entre parenthèses, est-ce que je peux dire, est-ce qu'on parle du menu des visionnages ou on garde ça pour les autres fois? Ça, on le gardera pour le bêtisier. Ok. Et deuxième truc, tu as trois là. Tu as trois livres à conseiller. Pas forcément sur le véganisme, hein, surtout. Tu as trois livres à nous conseiller là maintenant. Voilà, pour la fin. Alors, là, aujourd'hui, 3 et puis les autres la prochaine fois. Comme ça, il n'y a pas de perte. Exactement. Bon, moi, celui-là, il m'a vraiment, euh, il a vraiment enrichi ma connaissance suite à l'électrochoc du reportage Si les abattoirs avaient des vides de Paul McCartney. C'est un gros pavé et je l'avais lu à New York en fait. J'étais allé m'entraîner chez Marcelo Garcia et j'ai fait que lire et m'entraîner. C'était un super voyage et ce bouquin il est énorme, énorme et surtout c'est un constat en fait. C'est un constat. Il n'y a pas vraiment de jugement. C'est un constat. Voilà. C'est tu lis ça et tu te fais ton idée. Ce bouquin là, le titre, il en dit long. Et il est super inspirant, il est magnifique. Frédéric Lenoir, c'est un très, 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 très bon écrivain. Et il y a un truc à comprendre dans ce livre-là, et notamment le même truc qu'il y a à comprendre en ce moment suite au coronavirus planétaire. Mais bon, je ne vais pas en dire plus. Et ce livre-là, qui est tout petit, qui est microscopique, mais qui est génialissime, c'est un de mes livres de chevet. La part du colibri de Pierre Rabhi. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour donner au lieu de faire que prendre. Et une pleine goutte d'eau, ça fait un océan. Voilà, si tu gardes ça à l'esprit, tu as déjà une trajectoire de vie qui est amorcée. Ouais, je fais ça, ça sert à rien, ça sert à rien. Ok, ok. Lis-le. Voilà. La part du colibri, Pierre Rabhi. Ok, c'était le mot de fin. Merci pour tous vos commentaires là, surtout ces derniers jours. On en a eu vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, vraiment, merci pour vos commentaires, vos soutiens, vos partages, vos likes. N'oubliez pas de vous abonner parce que ce que je veux faire, c'est quand on aura 1000 abonnés, on va pouvoir faire des lives. Et ça, on aurait pu faire un live avec un question-réponse à la fin. Donc, voilà. Je vous remercie à tous. Merci à nos sponsors, SD Nutrition, Chokenami, Clean Hugs et Viking Revolution. Voilà, du soutien. Et demain, 14h, on a Lucie Berthaud pour le podcast championne de boxe anglaise et combattante de MMA émérite. Voilà. Je te remercie, Ludo. Ne Ouais, pense pas trop à demain parce que demain, c'est loin. C'était le mot de la fin.